Mais d'abord, les résultats officiels du premier tour de cette présidentielle 2022. Il faut aussi les avoir bien en tête. Emmanuel Macron devant avec 27,8% des suffrages exprimés, devant la candidate du Rassemblement national, 23,1%. Jean-Luc Mélenchon est à 22%. Ça représente très exactement 421 420 voix d'écart avec Marine Le Pen. Ensuite, vous le voyez, c'est vertigineux. Éric Zemmour, 7,1%. Valérie Pécresse, 4,8%. Yannick Jadot à 4,6%. Et puis on trouve ensuite Jean Lassalle, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, 1,8%. Seuls Philippe Poutou et Nathalie Arthaud font moins bien. Bonsoir à tous mes invités. Bérengère Bonte, bienvenue, journaliste essayiste, auteur de Le Sioux, portrait d'Édouard Philippe aux éditions de L'Archipel. Frédéric Potier, bonsoir. Bienvenue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur délégué d'Aris Interactive France. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, heureux de vous retrouver, comme tous les lundis et mercredis. Jean-Daniel Lévy, au-delà des chiffres bruts, il y a des disparités qui sont intéressantes à analyser selon les régions, la taille des villes, votre Mélenchon dans les grandes villes, votre Macron à l'ouest, bref, il y a comme ça des lignes de fracture intéressantes. Oui, il y a des lignes de fracture très intéressantes, des lignes de fracture qui peuvent être aussi bien géographiques, vous en avez donné quelques éléments, mais également à caractère social ou générationnel. Un des enseignements majeurs qu'on va tirer, c'est la captation de l'électorat âgé de la part d'Emmanuel Macron. On sait qu'en 2017, il y avait un électorat qui était assez étal. Vous regardiez quasiment dans toutes les catégories de population, il arrivait à réunir à peu de choses près entre 23 et 25% des différentes générations. Là, il a vraiment réussi à récupérer l'électorat qui est âgé de 50 ans et plus, et même 65 ans et plus. Et on sait que, historiquement, c'était plutôt, en tout cas en 2017, la force de François Fillon. Donc il y a eu cette bascule, qui est une bascule à caractère politique, la bascule à caractère générationnel, et puis la bascule à caractère géographique tel qu'on a pu l'identifier. C'est un des points, en tout cas, qui nous a le plus marqué et qui vient confirmer des tendances qu'on avait commencé à entrevoir dès les élections législatives, qui ont été confirmées aux élections européennes et qui trouvent quelque peu leur aboutissement hier. Bérengère Bonte, votre analyse de la première place d'Emmanuel Macron, il fait presque 4 points de mieux qu'en 2017. Est-ce que c'est un vrai succès ou une première place en trompe-l'œil pour vous ? C'est une première place, on ne va pas lui enlever effectivement. C'est une première place qui ensuite va nécessiter d'être abondée, on va dire, par des reports de voix qui sont, on en parlera sans doute, qui existent, mais qui sont un peu compliqués dans la mesure où... Parce qu'un peu hétérogène, quoi, en fait. Parce qu'un peu hétérogène, et puis parce que, peut-être en partie, parce que quand on décrypte un peu le vote d'hier, on s'aperçoit que finalement, l'électorat LR, qui était une vraie réserve en 2017, est déjà aujourd'hui l'électorat d'Emmanuel Macron. Et socialement, en termes de revenus, etc., on s'aperçoit que visiblement, on est déjà avec Ou alors, c'est l'électorat d'Éric Zemmour. C'est un peu une petite partie, mais alors, qui est évidemment un volume moins important. Donc c'est incontestablement une première place. On a même... certains ont dit dans les derniers jours que les deux scores allaient se rapprocher, celui de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas été le cas. Donc oui, c'est une première place, on ne peut pas lui enlever. Frédéric Potier, le premier parti de France, il faut le rappeler, ce sont d'abord les abstentionnistes. C'est important parce qu'on a tendance à oublier ce chiffre-là. Et après, c'est le vote protestataire. Oui, on a deux personnalités politiques qui ont capté cette France des colères. Marine Le Pen, évidemment, qui est en deuxième position, qui augmente par rapport à 2017. Et Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi augmente un petit peu par rapport à 2017. Mais à la différence, c'est qu'il épuise complètement les voix de gauche chez les autres candidatures. Et donc, on se retrouve dans une forme de triangulation, de tripartisanisation, je ne sais pas comment il faut le dire, de la vie politique française, avec un clivage que le président de la République cherche à favoriser, à instaurer. D'un côté, les progressistes, les libéraux, les pro-européens, et puis de l'autre côté, ceux qui seraient nationalistes, partisans d'un repli identitaire ou d'un repli tout court sur le plan des relations internationales. Mathieu, si on se penche sur le score de Jean-Luc Mélenchon, il échoue une nouvelle fois aux portes du second tour. Je le disais dans les titres, c'est 420 000 voix et quelques. Mais pour certains, cette défaite avait des allures de victoire. Oui, il nous surprendra toujours, Jean-Luc Mélenchon. On raillait ici sur ce plateau parfois sa campagne en trouvant un petit air de déjà-vu. Eh ben, il a fini. Je crois que vous l'aviez dit, oui, dans une chronique.
ça. Il a fait différemment, il faut le dire. Il a fini de façon très différente hier soir. Et de quelle façon? D'abord le score, on en a parlé évidemment, 21,95%, 22 pour arrondir. Troisième force politique du paysage, à un poil de fesses, comme le dirait Adrien Quatennens, son lieutenant, je ne me serais pas permis sinon, à un poil de fesses, disais-je, de la qualification pour le second tour. Mais loin, très loin devant tous les autres. Puis on l'a dit, 7,7 millions de voix, 700 000 de plus qu'en 2017. Dans un pays qu'on disait droitisé, voire extrême droitisé, il a quand même relevé le drapeau de la gauche. Il a fait différemment ensuite dans l'attitude. Hier soir, malgré la défaite, le tribun a conservé sa verve, mais a remplacé l'agressivité par l'humour, ce qui était quand même pas évident. On le sentait libéré en fait en cette fin de campagne. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours, avant vendredi dernier pour être précis. Il était content et conscient d'avoir fait le job en fait dans sa tête et de sortir de la course présidentielle la tête haute. Hier soir, il a été d'une certaine façon le meilleur perdant. Il a donc pas tourné autour du pot. Il a joué la carte de la clarté. Quelle différence par rapport à 2017 où il avait commencé par un peu contester les résultats, puis par pas dire pour qui il voulait voter. Hier, on a vu vraiment un autre Jean-Luc Mélenchon qui a même entamé une forme de passage de témoin. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors sur un plan personnel, il n'a pas encore annoncé de façon claire s'il se retirait ou non de la vie politique. Les législatives restent évidemment un point d'interrogation. Mais à 70 ans et plus de 5 décennies de militantisme derrière lui, Abel Leaders Insoumis tient là une occasion en or, s'il le souhaitait évidemment, de prendre un peu de recul ou en tout cas de ne plus jouer les premiers rôles. Ses amis le disent fatigué mais pas usé. Il est à la fois trop jeune et encore trop actif pour se contenter ou se satisfaire de jouer les vieux sages, mais il est quand même trop âgé sans doute pour envisager une nouvelle aventure de premier plan. Alors sur le plan politique, quel que soit son choix, il a plusieurs choses à faire. D'abord, il a encore du pain sur la planche, à gauche, c'est-à-dire en général, et à commencer par les Insoumis, parce qu'il va falloir qu'il prépare sa succession en bonne et due forme, ce qui n'est pas une mince affaire, quand on connaît un peu ce mouvement gazeux, il va falloir qu'il devienne un peu plus solide. Jean-Luc Mélenchon n'est pas remplaçable, l'a dit ce matin toujours Adrien Quatennens, mais en tout cas son mouvement a besoin de structures qui permettent à la fois de plus de démocratie et plus de délibération s'il veut s'inscrire dans la durée. Ensuite, et ça va venir très vite, il va falloir transformer l'essai de la présidentielle en reconstruction de la gauche. Et alors là, le leader des Insoumis, comme son vieil adversaire François Hollande, il considère que c'est pas l'union qui fait la force, mais que c'est la force qui fait l'union. Et pour le coup, c'est incontestable, la force, elle est aujourd'hui à gauche chez Jean-Luc Mélenchon. Si on se projette vers les législatives, ça pourrait donner quoi? Est-ce qu'il y aura des accords ou non avec les Verts ou pas, avec ce qui reste du PS, ça vaudrait même peut-être pas le coup. Est-ce qu'il va se rabibocher avec le communiste? Quelles initiatives il peut prendre pour reconstruire la gauche? Il n'a pas le goût des discussions d'appareil, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, il appelle ça la tambouille, la soupe au logo. Mais enfin, s'il veut inscrire son nom dans l'histoire de la gauche autrement que pour ses belles campagnes présidentielles, il va falloir qu'il s'y attelle, car la demande existe. On l'a encore vu hier soir, Jean-Daniel en parlait, dans la jeunesse, dans les grandes villes, en Île-de-France, dans les Outre-mer. On a vu des électeurs convaincus ou orphelins, votant utile ou efficace, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas qui appelait à une forme de sursaut. En 2017, Jean-Luc Mélenchon avait choisi de faire cavalier seul, vous vous souvenez, son entrée à l'Assemblée nationale à la tête d'un petit groupe s'était fait de façon aussi bruyante qu'impuissante, parce qu'au fond ça n'a rien donné pendant ce quinquennat à part protester à l'Assemblée nationale. Il l'avait même fait dans la rue, en solo, plutôt que de jouer avec les syndicats. En 2022, le voilà aujourd'hui libéré d'une partie de ses ambitions, et Jean-Luc Mélenchon n'a plus rien à prouver à personne, sauf à lui-même, qu'il est capable de passer du rôle de tribun talentueux, de tribun de la plèbe, à celui de grand architecte. Et ça, c'est vraiment une autre question. Ouais, ça fait partie des enjeux des prochains jours, des prochains mois pour Jean-Luc Mélenchon. On reviendra sur ces questions de report de voix. Je vous propose de répondre à une première question en images sur une hypothèse de victoire de Marine Le Pen. Peut-elle l'emporter dans 13 jours? Il y a 5 ans, c'était une hypothèse peu vraisemblable. C'est aujourd'hui une probabilité réaliste. Pierre-Henri Holderbaum. L'affiche du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est plus serrée qu'en 2017. Selon notre sondage Ipsos Soprasteria, le président recueillerait 54% des voix, contre 46% pour la candidate du Rassemblement national. Alors les prétendants sont à la pêche aux électeurs. Si Valérie Pécresse a appelé à voter Emmanuel Macron, la réserve de voix des Républicains reste faible. Dans la dernière intention de vote qu'on a réalisée pour le second tour, 45% des électeurs de Valérie Pécresse pensent voter pour Emmanuel Macron, donc c'est quand même moins d'1 sur 2. Et le reste se répartit à 28% pour Marine Le Pen, 27% pour l'abstention. De son côté, Marine Le Pen pourra compter sur les électeurs d'Éric Zemmour, mais là aussi, la réserve de voix reste aussi faible pour talonner Emmanuel Macron. Alors les candidats ciblent l'électorat de Jean-Luc Mélenchon,
qui a obtenu 21,9% des votes. C'est en tout cas le report le plus volatile, c'est-à-dire celui qui est le plus indécis. Sur un rapport, un tiers, c'est-à-dire à peu près un petit peu plus d'un tiers qui se reporterait sur Emmanuel Macron, à peu près aussi un petit peu plus d'un tiers sur Marine Le Pen et environ un tiers qui s'abstiendrait. À l'annonce des résultats, la candidate du Rassemblement national s'est adressée à l'électorat de gauche. Donc on voit bien que sa stratégie va être vraiment de viser l'électorat de gauche, l'électorat populaire de gauche. De toute façon, c'est la stratégie qu'elle a décidé de mettre en place depuis le premier tour. C'est parler du pouvoir d'achat. Elle a laissé à Éric Zemmour les thèmes identitaires. Et donc là, je pense qu'elle va insister encore plus sur cette thématique-là. Avec les mesures sur le RSA, sur les enseignants et sur les retraites, Emmanuel Macron va jouer à l'équilibriste. D'abord un élément de forme qui est de peut-être remettre en discussion une partie effectivement des mesures qui suscitent en tout cas le plus de défiance aujourd'hui dans un électorat comme celui de Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ça, un élément évidemment important de son entre-deux tours, et avec un autre élément qui pour lui stratégiquement est important, qui est d'élargir aussi son programme et d'enrichir son programme à d'autres sujets. Il y a des propositions à amender d'une part et des propositions qui pourraient venir garnir finalement son programme, notamment autour des questions écologiques et environnementales. Au lendemain du premier tour, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Nord où Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs scores et compte intensifier ses déplacements. Alors, je vous redonne notre projection partenaire Ipsos Sopra Steria, notre partenaire des soirées présidentielles, un 54-46 en faveur d'Emmanuel Macron. Jean-Daniel, votre dernier baromètre Harris Interactive, vous êtes à peu près dans ces eaux-là ? C'est ça, 53-47. On est dans une très grande proximité, effectivement. 47. Alors, où sont les réserves de voix ? Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, a sa réponse. Le bloc national que nous représentons, que nous portons, les mondialistes qui sont représentés par Emmanuel Macron, qui veulent encore plus de dérégulation, et puis évidemment le bloc de Jean-Luc Mélenchon. Donc, si vous voulez, on me pose la question depuis hier, où sont vos réserves de voix ? Mais en vérité, c'est une vraie question. Il y a chez 70%, Zemmour, chez Pécresse, chez les 70% de Français qui votent contre Emmanuel Macron, parce que c'est un échec pour lui en vérité. 70% des Français qui votent contre Emmanuel Macron, c'est 70% des Français qui savent que si Emmanuel Macron est réélu, ça va être 5 années supplémentaires de casse sociale. Jean-Daniel Lévy, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que les réserves de voix de Marine Le Pen sont chez les 70% de Français mécontents ou en colère contre le président sortant ? Si c'était aussi simple que ça, probablement que Marine Le Pen aurait réalisé un meilleur score hier, même si elle a réalisé déjà un score qui est historiquement élevé. Je crois qu'on ne l'a pas beaucoup souligné, mais c'est plus haut score qui n'a jamais été relevé pour une candidate ou un candidat du Front National ou Rassemblement National, plus de 23%. C'est loin d'être négligeable, d'autant plus qu'il y avait Éric Zemmour. Donc c'est pas forcément cette situation qui existe pour nous, à nos yeux. Un des principaux enjeux, ça va être l'enjeu de la participation électorale. On a vu, par exemple, en 2017, au cours de la dernière élection, qu'il y avait une croissance forte pour la première fois de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. En général, on vote plus au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y avait une exception, c'était 1969, lorsqu'il y avait eu la confrontation de deux candidats de droite, mais ça ne s'est pas produit au cours de la dernière élection. 25% d'abstention au deuxième tour, et puis surtout 4 millions de personnes qui ont pris un bulletin blanc ou nul. Ça veut dire que sur 100 personnes qui rentrent dans un bureau de vote, vous en avez 12 qui ont refusé de choisir entre Marine Le Pen à l'époque et Emmanuel Macron en 2017. Donc ça sera un des principaux enjeux. Va-t-il y avoir ou pas une transformation de la mobilisation, non seulement pour Marine Le Pen, mais encore plus pour Emmanuel Macron, pour éviter qu'il puisse y avoir effectivement cette frange de population qui est critique, qui basculerait, non pas dans un référendum pour ou contre le Rassemblement national, comme ce fut le cas pendant longtemps, mais un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Oui, effectivement. Est-ce que Frédéric Pottier, le Front républicain a vécu définitivement ? Emmanuel Macron en déplacement dans le Nord aujourd'hui le disait. À l'évidence, en tout cas, il a moins de force qu'auparavant et c'est plus un réflexe. Ça, c'est clair. Néanmoins, on a pu entendre quand même hier soir, dimanche soir, dès l'annonce du scrutin, des résultats, un certain nombre de consignes de vote très claires à gauche, chez Jadot, chez Hidalgo, chez Roussel. Et même Jean-Luc Mélenchon a été beaucoup plus clair dans son propos qu'il ne l'était il y a 5 ans, en disant 4 fois, on ne vote pas Marine Le Pen. Pas une voix pour Marine Le Pen. Pas une voix pour Marine Le Pen. Pour Madame Le Pen. Et donc, l'enjeu qu'il y aura, c'est effectivement celui-là. Est-ce que l'électorat mélenchoniste se réfugiera dans l'abstention ? Est-ce qu'il ira voter
pour Emmanuel Macron. Il y a là un enjeu pour le président sortant, évidemment, mais pour Marine Le Pen, il y a à peu près la même question, puisque d'un côté, il lui faut aller récupérer sa réserve de voix quasi naturelle chez Éric Zemmour, et en même temps, il faut qu'elle s'adresse à un électorat plus populaire, plus de gauche, avec certains éléments de son programme, même si ce programme est très aseptisé et très, on va dire, enrobé de propos, on va dire, très soft. Il y a quand même des points durs sur l'immigration, la sécurité, les prestations sociales. Ouais. Bérangère Bonte, on attend la confirmation d'une éventuelle visite d'Emmanuel Macron au Havre jeudi, ce jeudi. Je ne sais pas si vous avez des infos, parce que vous connaissez bien forcément la ville du Havre et l'entourage d'Édouard Philippe pour avoir écrit un livre sur. Il semblerait que ce soit confirmé. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, ça a évidemment un sens politique qui n'échappe à personne, a besoin d'Édouard Philippe. Mais ça reste à ce jour, 2 ans après son départ de Matignon, la personnalité politique préférée des Français. Tout le monde aura noté, pratiquement sauf lui, parce qu'il prétend qu'il a été très présent, mais sa quasi-absence de la campagne du premier tour. Il a fait un meeting à Nice avec Christian Estrosi. C'est à peu près l'endroit le plus visible de cette campagne. Et tout est... C'est un personnage qui, enfin, c'est pas très étonnant quand on connaît le personnage. Moi, je l'ai vu comme ça avancer dans cette campagne. Chaque fois qu'il avait l'occasion de dire qu'il était loyal, il le disait, mais sans en faire trop. Et comme s'il se réservait pour cet entre-deux-tours, pour cette espèce de Deus ex machina, le moment où il est celui qui va planter la banderille salvatrice et le moment fort qui serait un meeting au Havre. Et c'est à peu près comme ça que c'est en train de se dérouler. Donc c'est pas tellement étonnant du personnage. Je pense que les macronistes seront contents de voir qu'il apporte sa pierre. Qui rentre dans le jeu. Jean-Daniel Lévy, votre dernier baromètre, alors il est passionnant sur les possibilités de report, notamment de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Alors dans le reportage qu'on a diffusé tout à l'heure, on était sur un tiers pour Emmanuel Macron, un tiers pour Marine Le Pen et un tiers d'abstention. C'est pas exactement vos chiffres. C'est pas exactement les chiffres. On a une forme de stabilité par rapport aux enquêtes qu'on a pu être amené à réaliser. On peut déjà dire qu'il y a un peu plus d'espace qui est créé après le premier tour de la présidentielle qu'avant. On avait mesuré 51,5% pour être précis en faveur d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière. On est à 53% cette semaine, donc il y a une petite évolution. Quoi qu'il en soit, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon lui penche déjà en premier lieu vers l'abstention pour près d'une personne sur 2 que nous avons été amenés à interroger. Et puis on a un tiers qui déclare qu'il voterait en faveur d'Emmanuel Macron et 20% qui utiliserait un bulletin de vote Marine Le Pen. Il y a derrière cela 2 dimensions, je crois, intéressantes. Le premier aspect, c'est que Marine Le Pen fait quand même beaucoup moins peur à cet électorat-là, même à cet électorat-là. Et quand on les interroge en fait sur les conséquences que pourrait être l'arrivée de Marine Le Pen, l'idée en fait d'avoir une remise en cause de notre principe démocratique et de nos libertés fondamentales, c'est complètement étiolé. Et puis en parallèle, il y a un côté repoussoir d'Emmanuel Macron autour d'un point de vue général de ce qu'on appelle la question sociale et qui est incarnée à travers 3 dimensions récentes. 1, la retraite à 65 ans. 2, le RSA et en fait la conditionnalité du versement du RSA à une activité. Et puis 3, le rapport aux enseignants et le fait que les enseignants soient amenés à pouvoir être mieux rémunérés si jamais ils devaient, entre guillemets, le mériter. Et on sait que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est vraiment très sensible, notamment sur cet aspect-là. Mathieu, cette première journée de campagne, là on va commencer à s'y intéresser dans ce premier débat, était intéressante. Emmanuel Macron, il y a 5 ans, si je me souviens bien, il avait eu un petit retard à l'allumage, un peu galvanisé par son score de premier tour et la perspective de l'emporter. Et ben voilà, il avait été fêté ça, il n'y avait pas eu vraiment eu de déplacement d'air. Enfin, là il a attaqué bille en tête. Et ben, il attaque bille en tête parce que c'est au fond tout ce qu'il n'a pas fait pendant cette curieuse campagne d'avant le premier tour. C'est-à-dire que là, il est en déplacement dans le Nord, sur des terres qui sont historiquement frontistes et devenues ensuite des terres du Rassemblement national. Demain, il sera en Alsace, donc peut-être au Havre ensuite, et puis peut-être un meeting à Marseille le week-end prochain. On voit bien qu'il va faire en une semaine ce qu'il n'a pas fait il s'était déclaré le 3 mars, ce qu'il n'a pas fait en un peu plus d'un mois. Alors on sait qu'il a été pris par la guerre en Ukraine, bien sûr, mais il a donné ce sentiment de survoler la campagne, et ce qui n'était pas bon pour lui au fond, parce qu'il est plutôt bon quand il va au contact des Français, il est plutôt bon dans le débat, et là ça n'a fait que renforcer son image d'isolement. Donc est-ce qu'on a un candidat qui est coupé des Français?
Français. Son image d'arrogance, je suis un peu au-dessus de la mêlée. Alors après, on pourrait dire que c'est la dramatisation de l'enjeu avec le resserrement prévu des courbes qu'on a connu à la fin de la semaine dernière a joué en fait dans sa faveur parce que ça peut-être remobiliser son électorat. Mais enfin bref, il y a quand même le sentiment, y compris dans La République En Marche, alors pas dans ses plus proches, mais chez des députés que vous interrogez, que la campagne a été faite un peu sans queue ni tête, ou en tout cas en dépit du bon sens, et que là, il faut ratisser, parce que là, il faut qu'il aille chercher les voix une par une, il n'y a plus le réflexe automatique, c'est vrai. Il y a une jeunesse qui s'est détournée de lui. C'est quand même paradoxal. On a le président le plus jeune qui fait un carton chez les plus âgés et le candidat le plus âgé qui fait un carton chez les jeunes. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc on est quand même dans un peu cul par-dessus tête. Et alors là, en plus, comme il a mené une politique qui était quand même de centre-droit, voire de droite depuis 5 ans, qu'il a plutôt donné très très peu de gages à la gauche, là, en 15 jours, il va devoir recentrer, redevenir le et en même temps, remarcher sur ses deux jambes. C'est quand même assez compliqué et c'est pour ça qu'il va se démultiplier. Ouais, et c'est une nouvelle campagne qui commence, a dit Gabriel Attal ce matin. C'était sur France Inter. On l'écoute. Alors qu'on a eu 5 ans de crise, qu'on a traversé des crises majeures, la crise des Gilets jaunes qui venait de loin, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron est nettement en tête de ce premier tour et améliore nettement son score par rapport au premier tour de 2017. Donc gratitude pour ceux qui ont voté pour nous, que je remercie évidemment, puis humilité aussi, parce que cette élection, il va falloir aller la chercher, parce que rien n'est joué. Et parce qu'on sait qu'on va devoir convaincre des Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, qui parfois ne partagent pas du tout notre projet, mais ça va être l'enjeu de cet entre-deux tours. Et puis hier soir, on a vu passer un OPNI au-dessus de nos têtes, un objet politique non identifié, ce grand mouvement politique d'unité et d'action dont Emmanuel Macron a parlé dans son premier discours, Bérangère Bonte. Ça pourrait prendre quelle forme? Je pense que tout le monde s'est posé la question aujourd'hui et personne n'a vraiment trouvé de réponse, même au sein des équipes. Oui, c'est à vous la patate chaude, c'est ça? Je vais renvoyer à mes camarades, mais il y a cette espèce de réflexe d'unité auquel, en général, on ne pense pas avant le scrutin et auquel on pense en particulier là dans les 15 derniers jours. Alors on va y mettre un peu d'écologie soudain, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que quand on voit que Yannick Jadot fait même pas 5%, après tout les deux candidats, Marine Le Pen comme Emmanuel Macron, sont là à essayer de rajouter des mesures écolo, mais parce qu'il y a pas mal de personnalités, enfin on est fatigué au lendemain d'une soirée électorale, notamment la population jeune sur ces thématiques qu'a voté Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'électorat écolo, il est peut-être en train d'essayer d'aller chercher chez Jean-Luc Mélenchon. J'y arrive. Oui, enfin cette histoire d'électorat écolo et de génération climat, comme on l'a dit, est très intéressante d'ailleurs à observer. Où sont-ils, franchement, puisqu'on Mathieu le soulignait, les plus jeunes sont allés voter Mélenchon, même les plus jeunes sont allés voter Marine Le Pen dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. Donc bon bref, en tout cas ce rassemblement, effectivement, il est destiné à essayer de rassembler ce qu'il peut, d'essayer d'achever ce qui reste de LR. Après tout, là pour le coup, le travail est déjà pas mal commencé. Qu'est-ce qui peut se passer, Frédéric Potier, ce grand mouvement politique d'unité et d'action? Je suis prêt à compléter mon projet, notamment sur l'écologie. Effectivement, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Denain tout à l'heure. Mais je crois que ce grand mouvement politique, il a surtout une autre vocation, c'est d'être prêt pour les élections législatives. Et là, aujourd'hui, on a une majorité présidentielle qui est un peu émiettée entre Horizon, l'aile droite d'Édouard Philippe, l'aile gauche avec Territoire de Progrès, les progressistes avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Et demain, la majorité présidentielle, elle devra investir 577 candidats, et pas plus. Et donc je pense que cet objet politique non identifié, il a une vocation très précise, c'est ça, c'est se préparer aussi aux élections qui auront lieu en juin. On n'a jamais eu une telle évolution des structures qui soutenaient un candidat ou un président de la République. Enfin, on a quand même eu En Marche qui a été constituée pour la conquête du pouvoir, puis La République En Marche pour l'exercice du pouvoir, puis Ensemble Citoyen qui a plus ou moins bien fonctionné, mais qui s'est constitué justement pour la conquête, et puis effectivement cette OPNI, comme vous dites, qui est en train de se faire. Et donc on est vraiment, enfin je ne vais pas dire dans la Startup Nation, mais à chaque fois c'est la constitution d'un objet politique par objectif. Et une fois que l'objectif est atteint, il change de modalité, de fonctionnement, ou au moins de nom. Alors entre les deux tours de la présidentielle,
En général, c'est quand même un peu tard. C'est particulier, mais enfin, en tout cas, c'est singulier. Parce qu'en général, les formations politiques qui changent quand elles sont en crise ou quand elles sont en grande difficulté et non pas lorsqu'elles ont atteint une partie de leur objectif. Mathieu. Oui, c'est de la stratégie électorale, bien sûr. C'est ce que Alain Juppé appelait l'omelette avec les 2 bouts qu'il fallait laisser sur le côté. Ou, voilà, ça c'est. L'idée, c'est moi ou le chaos. Donc voilà, je suis le camp des progressistes, des Européens, des gens sympas, des gens cool, et les autres sont des affreux extrémistes, nationalistes, repliés sur eux-mêmes. C'est ça qu'essaie d'imposer, y compris dans les idées Emmanuel Macron. Après, quelle forme ça prendra? Ça peut pas prendre une forme dans l'entre-deux tours. Et juste, il y a quand même une chose étonnante, c'est que les 3 personnalités qui sont en tête dans cette élection sont toutes issues de partis qui ont très peu d'implantation locale au fond. Soit parce qu'elles ont fait l'impasse, comme on dit, soit parce qu'elles ont voulu enjamber, généralement parce qu'elles se sont bananées dans tous les scrutins intermédiaires, parce que elles ne savent pas faire de la politique sur le terrain au quotidien et s'implanter localement. Donc, ça a d'ailleurs été, on va en parler, le leurre des partis traditionnels, PS ou LR, qui n'ont peut-être pas suffisamment travaillé parce qu'ils continuaient de gagner des élections locales. Exactement, ça joue comme ça, mais on a quand même maintenant une vie politique avec 2 strates, une strate de partis autrefois protestataires, mais qui aujourd'hui ambitionnent de devenir des partis de gouvernement et qui sont des partis sans vraiment de racines locales. Le Rassemblement national n'y arrive pas. La France insoumise n'a quasiment aucun élu, n'a aucune ville. Et la République en marche a quand même eu beaucoup de mal au scrutin intermédiaire. Ouais. Et puis une sous-strate de vieux partis qui gèrent des collectivités locales. Est-ce que cela va durer? Est-ce que c'est bon pour notre démocratie? Je n'en suis pas certain. C'est vrai aussi d'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, d'une certaine façon, qui a remporté plusieurs grandes villes municipales. Qui devient un parti de collectivité locale. Qui devient un parti de collectivité locale. Et j'ajoute une deuxième singularité, c'est qu'aucun des 3 responsables politiques qui est arrivé en tête hier n'est issu d'une primaire ou d'un processus de désignation démocratique interne. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait en fait, en gros, un chef entre guillemets qui s'est imposé, ou en tout cas une décision qui était prise, et tandis que les autres, en fait, qui ont cherché d'une manière ou d'une autre, soit à associer des citoyens, soit à faire vivre un cœur militant, se sont retrouvés pour toutes à un niveau qui était inférieur à 5%, donc c'est-à-dire au seuil de remboursement. Frédéric Pottier, est-ce que notre démocratie a besoin d'être réveillée à l'issue d'un tel scrutin? On attend les résultats du second tour, évidemment, on verra bien ce qui se passe, mais les leçons qu'on doit tirer de ce premier tour, est-ce que ça oblige pas le vainqueur, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, de réinsuffler du neuf dans cette 5e République? Alors déjà, sur l'abstention, évidemment, parce que ça renvoie à la participation électorale. Il y a quand même 3/4 des Français qui sont allés voter. C'est quand même plutôt un signe encourageant, là où on voyait la crise de la démocratie, la défiance, etc. Mais en sens inverse, on peut se dire quelle a été la motivation du vote. Et moi, je crois que dans la dernière ligne droite, les dernières 24 heures, les dernières 72 heures, il y a beaucoup de Français qui sont allés voter un peu par défaut, un peu par stratégie. C'est vrai qu'il y a cette expression dans le monde, je crois, d'électeurs Machiavel, avec des électeurs qui se disaient qu'il fallait voter, par exemple, pour Mélenchon, pour que Marine Le Pen ne soit pas au second tour, mais pour permettre à Macron d'être élu. Donc on est vraiment dans des calculs extrêmement compliqués et avec une désaffiliation partisane très prononcée. C'est-à-dire que les familles politiques n'existent plus complètement, ou presque plus du tout. On peut voter un jour à droite, le lendemain pour Roussel, et aux élections locales, c'est effectivement complètement déconnecté de ça. C'est-à-dire que Hidalgo, je crois, Madame Hidalgo fait 2% à Paris et Yannick Jadot fait 8% à Grenoble. Donc il y a cette articulation qui est aussi compliquée entre la démocratie au niveau national, où on se dit il y a un homme, il faut voter pour un homme ou une femme et un leader pour 5 ans, et de l'autre côté, il y a des pratiques de démocratie locale qui peuvent être très poussées, mais qui obéissent à des logiques complètement différentes. On y reviendra. Anne Hidalgo, c'est 23 000 électeurs parisiens sur 1 million de votants. Et c'est 10 fois moins que son score au deuxième tour des municipales. C'est moins que le nombre de fonctionnaires à Paris. Oui, on y reviendra dans un instant, le destin d'Anne Hidalgo à Paris. Je voudrais qu'on avance d'abord sur la question du parti LR. Les Républicains raclés également pour le parti LR, moins de 5% pour Valérie Pécresse, qui a révélé ce matin s'être endettée personnellement. On l'écoute. 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence,
d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Voilà l'appel lancé par Valérie Pécresse. J'accueille Steve Jourdain. Bonsoir Steve, bienvenue sur le plateau de Sens Public. L'enjeu de ce lundi chez LR, c'était notamment de savoir si une consigne de vote allait être donnée à l'issue de ce premier tour. Quel lendemain de soirée, Thomas. Quelle journée chez les LR. Elle a commencé très tôt cette journée, 10h. Rendez-vous au siège Les Républicains, rue Vaugirard à Paris. Première réunion, c'était le comité stratégique autour de Valérie Pécresse. Puis les LR ont enchaîné avec un bureau politique du parti, bureau qui comprend toute la direction du parti, les chapeaux à plumes, comme on dit. Le bureau a débuté à midi. Objectif, c'était de s'accorder sur la ligne à adopter pour le second tour. Sur le papier, c'était vraiment pas évident. Finalement, c'est la ligne de Christian Jacob, le patron du parti, qui l'a emporté. On va l'écouter. Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement national. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme. Il existe une autre voie, celle de la droite républicaine qui doit exister par elle-même pour éviter l'immobilisme, le laxisme et le recul de la France pendant 5 ans. Aucune voix pour Marine Le Pen. C'est une position qui laisse ouverte la possibilité de ne pas voter Emmanuel Macron. Elle donne la possibilité de voter blanc, par exemple. Cette ligne a été adoptée donc au bureau politique des LR par une très très large majorité. Sur 130 voix exprimées, 116 se sont portées sur la motion de Christian Jacob. Il y a eu 13 abstentions. Il y a eu un vote contre quand même. Le vote contre, c'est celui de Guillaume Larrivé, le député LR de Lyon, qui avait appelé, on s'en souvient peut-être avant le premier tour, à construire une nouvelle majorité avec Emmanuel Macron en prévision des législatives. Mais ça, il n'en est pour l'instant, en tout cas, pas encore question pour l'ancien ministre sarkozyste Marc-Philippe Daubresse. Nous voulons rester indépendants et pas nous fondre dans une sorte de parti attrape-tout, United Colors of Emmanuel Macron. Non. Voilà, la journée s'est terminée en beauté avec la réunion des groupes parlementaires, le groupe LR à l'Assemblée nationale, le groupe LR ici au Sénat. Ambiance, on l'imagine évidemment très crispée. Ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est qu'il faut à tout prix maintenir l'unité du groupe LR, à tout prix maintenir l'unité de la majorité sénatoriale. Cet après-midi, Gérard Larcher a dit qu'il voterait à titre personnel pour Emmanuel Macron, mais qu'il laisserait les sénateurs libres de leur choix pour le deuxième tour. Merci Steve Jourdain. Bérangère Bonde, ça craque de tous les côtés. Est-ce que LR est mort ? LR est mal en point. LR est ruiné. LR n'a plus de siège. Loue des locaux qu'il faut bien financer. LR n'aura pas ses comptes de campagne remboursés. Donc oui, évidemment, ça va mal. Ils ont une centaine de députés sortants. Il va falloir qu'ils sauvent un peu les meubles là dans cet entre-deux tours pour éviter pour limiter la casse, on va dire, et pour tenter effectivement de sauver ce qu'ils peuvent de groupes parlementaires, parce que c'est là aussi que la survie va se jouer. Alors quand on regarde les intentions de vote, c'est difficile de savoir ce que vont faire les électeurs de Valérie Pécresse. On est sur un peu plus de 40%, je crois, qui dans les intentions de vote en tout cas estime qu'il y a de fortes chances aujourd'hui de voter pour Emmanuel Macron. Donc, oui, c'est ça, j'en ai vu dans votre dernier baromètre, c'est 46%. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, 46% pour Valérie Pécresse. Je crois, un tiers d'abstentionnistes, le reste pour Marine Le Pen. C'est ça. Et j'ajouterais juste, LR n'a plus de ligne, LR n'a plus d'alliance et LR n'a plus de chef. Puisqu'on sait que Christian Jacob va remettre son mandat en jeu vraisemblablement à la rentrée prochaine, en tout cas c'est ce qu'il avait indiqué. Aujourd'hui, aucune figure ne se détache. Quant à la ligne, ils n'ont pas tranché. C'est pour ça qu'ils sont dans cette situation-là. Et aux alliances électorales qui leur permettraient de conquérir le pouvoir, on voit bien qu'ils n'en ont plus. Ouais. Et si on se projette de nouveau vers les législatives, Frédéric Potier, il y a la question de Nicolas Sarkozy. Il va bien sortir du chapeau à plumes dont parlait Steve Jourdain à l'instant. Exactement, c'est ce que j'allais ajouter. Il y a un silence assourdissant qui est celui de Nicolas Sarkozy. Et donc la question est de savoir si le président de la République, l'ancien président de la République, sortira de cette réserve à l'occasion des législatives pour aller peut-être soutenir des anciens proches, parce que Christian Jacob, il sera probablement candidat aussi à sa réélection à l'occasion des législatives. Donc là, vraiment, ça sera un signal qui sera très attendu et sur lequel, je pense, les députés sortants comptent beaucoup.
Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les alliances en prévision des législatives, Jean-Daniel Lévy? Une partie des députés aujourd'hui LR qui pourraient se présenter sous une bannière majorité présidentielle, par exemple? Ah oui, tout est envisageable. Là, je pense aujourd'hui, il faudra attendre le deuxième tour. Il faudra peut-être déjà attendre de voir comment va réfléchir la formation politique d'Emmanuel Macron. Quelle sera son optique? Est-ce que ce sera une optique hégémonique, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse y avoir uniquement une personne par département qui va être étiquetée majorité présidentielle? Est-ce que ça peut être le cas plusieurs par circonscription? Ça arrive parfois qu'on laisse en fait une compétition s'orchestrer de la part de différents acteurs qui sont dans des circonscriptions gagnables, et quelle va être également la position des candidats LR. Ça va jouer à ce niveau-là. Ça va jouer également, à mon avis, en fonction du score et du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que ça peut changer fondamentalement la donne, et également de la capacité ou pas d'Éric Zemmour de pouvoir présenter des candidats localement. Ce ne sera pas forcément le cas partout, mais il y a certains endroits, on peut penser pour faire vite au sud-est de la France, où il y aura également des enjeux particuliers. Ouais. Steve Jourdain l'a annoncé, Gérard Larcher, donc à titre personnel, a dit qu'il voterait Emmanuel Macron. À l'inverse, Monsieur Retailleau a annoncé qu'il allait s'abstenir. Bruno Retailleau, merci Marie de me souffler son prénom. Décidément, on est fatigué au lendemain d'une soirée électorale. Le patron des sénateurs LR ici. Un mot d'Éric Zemmour, tiens, Mathieu Croissando, parce que discours quand même un petit peu crépusculaire. Moi, ça m'a rappelé l'ambiance de son clip de lancement de campagne. On aurait dit un imprécateur d'extrême droite dans son appentis en train de haranguer ses troupes. Non, j'exagère un peu. Éric Zemmour, en fait, il finit là où il a commencé. C'est-à-dire qu'il fait le score qu'il avait en démarrant dans la campagne autour de 7%. Il en vient à appeler pour Marine Le Pen, dont il n'a cessé de dire qu'elle n'avait aucune chance de remporter la présidentielle parce qu'elle était une incapable. Donc c'est quand même compliqué pour lui. Et hier, il a dit moi, je ne suis pas un politicien professionnel. Il a répété ce mantra qu'a fait sa campagne. Or, son avenir... il n'y a pas d'avenir pour lui en politique s'il ne devient pas un politicien professionnel. Et donc, son discours était tendu hier entre cette affirmation-là et l'idée que Reconquête, le parti, allait perdurer, que c'était formidable, qu'il y avait eu 2 millions de voix, qu'il y avait déjà 100 000 adhérents et qu'ils allaient se présenter, que la bataille allait continuer aux législatives. S'il tombe là-dedans, dans ce métier de politique, il va perdre sa spécificité. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste les intuitions qu'on peut contester d'un polémiste d'extrême droite qui aura marqué la campagne, qui aura suscité une forme d'emballement médiatique, une forme d'écho dans la population aussi, mais en tout cas une aventure personnelle qui se termine en une très lourde défaite pour quelqu'un qui s'est cru à un moment aux portes du second tour. Il y a une dimension qui est intéressante, c'est que quand vous interrogez les Français sur leur motivation de vote, quasiment tous les électorats mettent en avant la question du pouvoir d'achat, même l'électorat d'Emmanuel Macron, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques semaines, tous sauf un. Sauf l'électorat d'Éric Zemmour, en fait, qui met cette dimension plutôt de côté et qui revient vraiment sur ce qu'on voyait il y a de nombreuses années concernant le Rassemblement national ou le Front national, c'est-à-dire l'immigration et la sécurité. Et on voit là peut-être le point d'aboutissement d'une stratégie qu'il a cherché à opérer, c'est-à-dire faire en sorte que cette thématique devienne la thématique centrale dans le débat national et de manière à ce qu'il puisse en être le réceptacle d'un point de vue logique d'opinion puis de comportement électoral. Et cette stratégie, en l'espèce, a complètement échoué. On a pu voir d'ailleurs au cours des 15 derniers jours, si vous avez regardé les comptes Twitter, ses prises de parole, etc., que le moindre fait divers, entre guillemets, était mis en avant de sa part, le fait de parler d'une forme de France orange mécanique, et pour faire monter cette pression globalement dans les motivations de vote, au final, ça n'a pas eu de prise et on est resté vraiment sur des thématiques plutôt à caractère social qu'à caractère identitaire, si je caricature un peu, qui ont eu prise, et donc c'est une des raisons pour lesquelles il a baissé fortement en cette fin de campagne. Paradoxalement, en fait, il a même, d'une certaine façon, favorisé, profité à Marine Le Pen dans cette façon d'abord, souvenez-vous, quand Guillaume Pelletier, quand un certain nombre de membres du RN sont partis chez Éric Zemmour, on a un temps estimé que ça pouvait lui porter préjudice, qui a été en réalité l'inverse. Il a purgé d'une certaine façon toute cette partie plus radicale, plus libérale, plus identitaire du Rassemblement national, et ce qui a favorisé évidemment cette stratégie de dédiabolisation dont on a beaucoup parlé. Mais je pense que Marine Le Pen n'a pas du tout à s'en plaindre. On en viendrait presque à se demander si ça n'a pas été... jusqu'à quel point ça n'aurait pas été un peu arrangé, parce que franchement, c'était assez efficace. Ouais. Frédéric Potier, on avait le sentiment hier soir qu'Éric Zemmour parlait à ses fidèles et uniquement à ses fidèles.
Est-ce que vous avez ressenti ça, vous ? Ah oui, je crois qu'il y avait une dimension presque sectaire quand même dans son propos, avec là aussi des choses assez hallucinantes. Quand Éric Zemmour dit « je suis parti de rien », il est parti quand même d'1 heure de télévision par jour. Quand il dit « nous allons traverser les batailles, les campagnes, etc. », un discours complètement lyrique et qui parle effectivement, je pense, à une frange très radicalisée, très idéologisée de la droite, de l'extrême droite. Et au fond, c'est peut-être aussi une forme de défaite du Trumpisme avec un style très violent, très agressif en permanence, notamment sur des sujets, je pense à la mémoire, au maréchal Pétain, à la Shoah, aux personnes LGBT. Il s'est peut-être trompé d'époque. Voilà, il a peut-être eu des intuitions, il a peut-être eu des relais très puissants, mais moi je pense qu'il s'est peut-être trompé d'époque. Le report de voix, alors évidemment on est prudent, tous ces reports de voix dont on parle, ce sont des sondages et ça peut évoluer dans les 12-13 jours qui viennent. Il y a une campagne de second tour qui va se dérouler et qui peut faire bouger les lignes, mais le report de voix à l'instant T des électeurs d'Éric Zemmour, c'est quoi ? C'est 9 sur 10 presque ? Pratiquement, 8 sur 10. 8 sur 10, il y a une forme de constance. Qui vont chez Marine Le Pen. Qui vont chez Marine Le Pen. Il y a une forme de constance, en fait, où il y a une fluidité assez importante de l'électorat d'Éric Zemmour vers l'électorat de Marine Le Pen, qui pour partie d'ailleurs s'est produit hier, dont on a vu une partie de cette évolution-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse, on l'avait testé à un moment où Éric Zemmour aurait pu être au deuxième tour et où Marine Le Pen n'aurait pas pu être qualifiée, les vases communicants étaient beaucoup moins fluides. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionnait dans un sens, mais pas dans l'autre. Et en fait, la thématique immigration, qui pour partie faisait partie du corpus de Marine Le Pen, était intégrable de la part des proches d'Éric Zemmour. En revanche, le fait que lui-même n'ait pas une dimension à caractère social ou de discours sur la République lui était préjudiciable dans l'autre sens. Allez, on va terminer ce premier débat de Sens Public avec le destin politique d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste, qui essayait malgré tout hier soir de se projeter dans l'avenir. Je continuerai à mettre toute mon énergie de femme politique et de citoyenne pour une France républicaine, plus forte, plus belle, parce que plus juste. Frédéric Pottier, on l'a évoqué tout à l'heure, je redonne le chiffre pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Anne Hidalgo a réuni sur son nom moins de 23 000 électeurs parisiens sur 1 million de votants, 2,17% de Parisiens qui ont voté pour leur maire. Son pouvoir municipal va forcément ressortir fragilisé d'une présidentielle aussi calamiteuse. C'est pas possible autrement. Oui, alors catastrophe absolue pour le Parti socialiste, pour sa candidate, et catastrophe assez homogène d'ailleurs, puisque Anne Hidalgo fait 3% dans les Landes, elle fait au maximum, je crois, 8% en Corrèze, donc dans des fiefs socialistes très institués. Et donc l'enjeu, ça va être, à mon avis, pas seulement la ville de Paris, mais ça va être tout le reste. Et la question de la disparition complète du Parti socialiste, à mon avis, est posée ce soir. Ouais. Mais sur le destin d'Anne Hidalgo, Mathieu Croissando, elle est maire de Paris. C'est peut-être que les Verts font aussi un mauvais score à la présidentielle. Son souci, c'est sa majorité. Ouais. Voilà, sa majorité va-t-elle tenir ? Ce qui est sûr, c'est qu'au Conseil de Paris, l'opposition ne lui fera aucun cadeau. Elle sort de cette campagne très abîmée, très décrédibilisée, parce qu'au-delà de la faiblesse du PS et au-delà du grand mouvement tectonique entamé en 2017 qui fait que le Parti socialiste comme LR sont touchés par cette recomposition du paysage, elle a commis des erreurs personnelles. Elle a donné le sentiment d'une insincérité à vouloir dire qu'elle ne voulait pas être candidate, puis être candidate, qu'elle ne voulait pas de primaire, puis vouloir une primaire. Donner le sentiment de quelqu'un qui ne savait pas au fond décider, qui ne savait pas trancher, qui était capable de changer d'avis au jour le jour, au gré de son intérêt. Puis ensuite, est-ce qu'il y a une idée qui est imprimée ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti, qu'on retient de la campagne d'Anne Hidalgo ? Rien. Les gens ont entendu des mots, ils ont entendu parler, mais ils n'ont pas entendu d'idées, ils n'ont pas entendu de vision. Et donc, pour le coup, il lui reste encore toute une partie de son mandat à faire, ça va continuer. Et à mon avis, elle va être, c'est vrai, dans de grandes difficultés. Où sont passés les électeurs socialistes ? Ils sont restés pour une bonne partie chez eux. Ouais. Et puis, ils ont voté également très nettement en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Quand vous prenez la différence, alors après, c'est pas ce qu'on appelle les électeurs socialistes, parce qu'en fait, la base de référence est celle de Benoît Hamon, 6% à la dernière élection présidentielle. 2%, en fait, ça veut dire qu'il n'y a que 4 points, entre guillemets, à récupérer. C'est peu de choses presque à réaliser Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un électorat qui, quoi qu'il en soit, qui est déstabilisé et qui pose une question, comment la gauche peut-elle être aux responsabilités demain ? Et que cette question-là n'a pas ni véritablement été abordée par Anne Hidalgo, ni véritablement obtenu une réponse aux yeux des électeurs. Il y a quand même un enjeu qui est un enjeu du bilan
qui peut être fait de ce qui a été effectué au cours de la période 2012-2017, avec des électeurs de gauche qui ont du mal à pouvoir trouver des éléments de fierté d'avoir porté François Hollande à l'Élysée, et pas forcément une mesure emblématique ou une politique ou une manière même de faire de la politique qui permettrait de dire au moins la gauche au pouvoir, c'est ça. Et c'est ce qui a eu une incidence extrêmement importante, en dehors de sa campagne en elle-même, sur le score qu'a connu Anne Hidalgo hier. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat. Je rappelle le titre de votre livre, Le Sioux, portrait d'Édouard Philippe, qui est publié aux éditions de l'Archipel.